ce que d'ailleurs, d'entre vous font déjà. Une fois qu'on a présenté ces chiffres, maintenant, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? La définition toute simple. Le chef d'entreprise ou un dirigeant est une personne qui est à la tête d'une entreprise sans être forcément le fondateur ou le propriétaire. Il dirige l'entreprise en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés. Ça, c'est la définition toute simple d'un dirigeant et de chef d'entreprise. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire un focus sur le dirigeant. Celui qui est en charge de piloter l'activité économique dont il est le garant. L'activité économique dans le cadre des ressources humaines, l'activité économique dans le cadre structurel. C'est une personne qui dirige, qui exerce un pouvoir, qui décide vers quoi l'on se dirige, qui sert de règles et qui assume les responsabilités d'une direction. Le dirigeant met en mouvement une équipe. Le dirigeant met en mouvement une équipe de collaborateurs. Une équipe, vous allez voir, nous avons identifié quelques profils pour identifier la composante d'une équipe. Donc nous avons un dirigeant, nous avons une équipe, nous avons une structure. Comment fonctionne un peu tout ça? Vous en avez l'expérience puisque vous êtes opérationnel. Ce n'est pas de l'apprentissage, mais c'est plutôt des expériences sorties des analyses faites au sein des entreprises que je vais partager avec vous. Le profil du dirigeant, dans l'activité, il appréhende l'entreprise dans sa globalité. Un dirigeant appréhende dans l'activité, il appréhende l'entreprise dans sa globalité. Donc, le secteur organisationnel, le secteur de ressources humaines, le secteur relationnel, le dirigeant appréhende l'entreprise dans sa globalité, en tenant compte des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités que lui offre l'entreprise. Le chef d'entreprise ne se focalise pas sur ce qui se passe en interne, mais aussi sur ce qui se passe à l'externe. Il anticipe même ce qu'il n'a pas prévu. C'est le caractère même d'un chef d'entreprise. C'est cette capacité à anticiper l'imprévu. Nous disposons des outils qui permettent de mesurer l'imprévu de manière à être toujours efficace, sinon efficient. L'efficience ici, c'est l'efficacité à moindre coût. Le profil du dirigeant, il est centré sur l'avenir, sur la vision future. L'avenir de l'entreprise, la vision future, le potentiel de ses collaborateurs. Le potentiel de ses collaborateurs. Il tient compte du potentiel de ses collaborateurs pour pouvoir identifier à l'intérieur de ses collaborateurs quelles sont les personnes capables de se mobiliser et de se mettre en mouvement. Le dirigeant porte son action sur la prévision, la détermination des objectifs, l'élaboration des stratégies. Il élabore, il définit également la stratégie, il prévoit. C'est un visionnaire, le dirigeant, que vous êtes. Vous êtes des visionnaires. Vous êtes des long-termistes, pas des court-termistes. Un collaborateur, c'est un court-termiste. Vous lui demandez de déplacer cette bouteille, il la déplace. Il est sur le court terme. Mais la différence avec le dirigeant sait pourquoi il fait déplacer cette bouteille. Donc nous sommes sur le long terme. Alors tout ça paraît simple, mais il est toujours intéressant de rappeler tout ça parce que ce sont tout au fil des analyses que j'ai pu effectuer sur la place, j'ai identifié tous ces éléments que je partage avec vous. Le dirigeant est reconnu par la justesse de ses analyses, sa capacité à envisager demain. On parle du long terme. Sa capacité à envisager demain. Son système de valeurs, ce sur quoi il se repose, ce sur quoi il a la conviction. Système de valeurs, c'est l'anticipation, la prévision, les décisions et la maîtrise des situations. Un chef d'entreprise ne subit pas. Un chef d'entreprise qui subit, c'est un chef d'entreprise qui n'a pas prévu, qui n'a pas anticipé l'imprévu. Et dans les outils et les méthodes que nous disposons,
nous sommes capables aujourd'hui de prévoir l'imprévu et ne pas la subir. On peut même budgéter l'imprévu. Le mode de pensée du dirigeant est futuriste dans sa relation au monde. Tout représente un signal pour engager l'action vers le futur. Le dirigeant se dirige vers le futur. Il n'est pas court-termiste. Alors, il sait que c'est qu'une équipe et comment elle fonctionne, le dirigeant. Sait que c'est qu'une équipe et comment elle fonctionne. Là, nous arrivons à l'équipe. Parce que le dirigeant, malgré sa structure, s'il n'a pas intégré la notion d'une équipe, son activité pourra être fiablement économique. Nous ne sommes rien sans nos collaborateurs. En amont, nous avons parlé du potentiel du personnel. Il investit dans la formation, le dirigeant, le chef d'entreprise. Établit de plans de formation pour l'ensemble de ses collaborateurs. Une ligne budgétaire dans le compte d'exploitation pour déterminer au même titre que les charges, une ligne budgétaire. Et cette ligne permet de mettre en place, de mettre en mouvement, d'inscrire l'ensemble des collaborateurs dans des formations pour pouvoir optimiser le résultat dans l'activité économique de son entreprise. Et ça, quand on n'a pas cette ligne budgétaire, plusieurs phénomènes se présentent. On passe le temps à courir, on passe le temps à hurler, on passe le temps... Tout ça ne ressort que d'une analyse faite auprès de vous, auprès de l'échantillon des chefs d'entreprise. Il sécurise les ressources humaines. Sécuriser les ressources humaines, ici, nous amène à, une fois qu'on a investi sur le potentiel de son personnel, nous allons donc sécuriser ce personnel à travers de la formation, puisque c'est un investissement, de manière à propulser l'activité économique de l'entreprise. Source de développement et de pérennité de son activité, en sécurisant les ressources humaines. Quand on parle de ressources, c'est tout ce que produit l'ensemble de nos collaborateurs et nos équipes. Alors, nous avons parlé du dirigeant, du chef d'entreprise. Maintenant, les équipes. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Et comment fonctionne-t-elle? Nous sommes ici plusieurs personnes réunies. Nous pouvons, aujourd'hui, nous avons un objectif commun. C'est cette présentation qui nous anime. Mais ce qui nous identifie tous, c'est que nous avons tous un état d'esprit différent. Chacun de nous est en train de penser différemment. La perception de ce qui est donné ici n'est pas perçue pareil. Tout dépend de notre système de valeurs, de notre conviction, de notre façon d'être. Alors, si on ramène cela dans une entreprise, vous vous imaginez, si vous avez une entreprise de 5 personnes, 10 personnes, 70 personnes, 100 personnes, vous vous imaginez 100 états d'esprit ensemble. Et c'est là où arrive votre efficacité opérationnelle. C'est là où arrive votre capacité managériale en tant que chef d'entreprise. C'est là où arrive votre capacité à fédérer l'ensemble des collaborateurs pour atteindre l'objectif que vous avez fixé dans votre activité économique. Et c'est là où vous êtes reconnu chef d'entreprise. Si on ajoute à cela le côté multiculturel, c'est-à-dire les collaborateurs qui viennent d'une région, d'une autre, les collaborateurs qui ne sont pas de la même région que vous, d'un même pays que vous, mais vous imaginez cette complexité dans la gestion. Tout cela est possible grâce aux méthodes et aux actions. Et une fois qu'on est attribué de cette autorité, pas du pouvoir, le pouvoir vous l'avez en tant que chef d'entreprise. Pour certains, c'est votre activité, pour d'autres, vous avez été nommé. Donc vous disposez de ce pouvoir pour pouvoir piloter votre activité économique, c'est-à-dire votre entreprise. Vous disposez de ce pouvoir. Mais ce que vous allez aller chercher auprès de vos collaborateurs, c'est la reconnaissance de l'autorité de par votre manière à interagir avec vos collaborateurs. Et la reconnaissance de l'autorité ne se fera que par votre capacité à manager. Alors, plusieurs manières. Il y a le management autoritaire, c'est mon entreprise, c'est chez moi, c'est moi qui commande, on le fait. Ça marche. C'est opérationnel, ça a des résultats.
c'est une manière de faire. C'est une façon de piloter son activité. Est-ce une façon pérenne? Est-ce une méthode? J'en sais rien. En tout cas, c'est une façon. Mais de l'autre côté, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres manières de faire pour susciter une pérennité dans son activité économique. Donc, comment fonctionne une équipe? Une équipe n'est pas qu'un ensemble de personnes. C'est une organisation avec sa propre dynamique, ses qualités et ses gestes. Il y a plusieurs dynamiques dans une équipe. On est mal parti si vous ne connaissez pas que c'est plusieurs états d'esprit qui sont animés dans une équipe. En revanche, leur connaissance vous permettra de façonner votre équipe pour qu'elle réalise des exploits. En intégrant ces états d'esprit différents, en prenant le temps d'identifier qui est qui, comment fonctionne le qui, parce que nous avons tous des individualités au sein d'une équipe, comme le montre si bien les 5 doigts de la main, qui est l'exemple la plus connu de tous, avec une différence de doigts, avec une fonction différente. Ces 5 doigts de la main, chaque doigt ayant une précision dans sa fonction. Le petit doigt, sans le petit doigt, nous allons avoir du mal à tenir la bouteille alors qu'elle va venir couronner et consolider l'appréhension de la bouteille. Le pouce qui complètement se désolarise, qui est éloigné des 4 autres, parce que sans le pouce, compréhension c'est pas évident, donc qui a la fonction à peu près du boss, du patron, qui est très éloigné des autres, a une fonction bien déterminée. C'est celui qui donne le OK, c'est celui qui valide. Donc on voit très bien que la fonction du pouce est une fonction très importante. Et ces 5 doigts de la main fermés forment un point, donc une puissance, une équipe, pour pouvoir y aller alors qu'il y a des individualités. Donc le même principe, nous l'avons au sein de nos équipes. Nous avons sélectionné quelques types de profils des collaborateurs. Dans les collaborateurs, nous avons les méthodiques, qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui souhaitent fonctionner en solo. On a ce profil-là. Et notre rôle, c'est d'identifier, en tant que chef d'entreprise, les profils de nos collaborateurs. Quand on est averti, quand on est en connaissance, on est mieux outillé, on est mieux carapacé pour pouvoir développer notre activité en identifiant le profil de nos collaborateurs. Nous avons les penseurs, les originaux, qui émettent sans cesse de nouvelles idées. C'est des foires à réflexion, ce profil des collaborateurs. Nous avons ceux qui sont focalisés sur leur réussite, dans une individualité parfaite. C'est un profil des collaborateurs. Nous avons ceux qui apportent leur soutien et sont coopératifs. Ils sont pour le bien de l'équipe. Ce sont pour la plupart des béni-oui-oui. Ils sont avec nous, dans tout cas et à tout moment. Vous allez voir que ces différents profils ont des avantages, mais aussi des inconvénients au sein de l'activité économique. Nous avons aussi, dans les collaborateurs, ceux qui prennent des idées et les développent. Tout ça, ce sont les profils des collaborateurs qui nous entourent, mais global, hein, puisque ça, ce sont des enquêtes menées ici et également en France. Donc, nous avons là l'aspect de l'ensemble de ceux qui nous entourent comme état d'esprit des collaborateurs. Et ces états d'esprit ont des avantages et des inconvénients. Quand on est conscient, en tant que chef d'entreprise, de ces états d'esprit, on est conscient que nous allons vers le résultat, puisque je tiens compte de l'état d'esprit de mon équipe. Sauf si nous avons notre méthode autoritaire, qui est une méthode aussi. Nous avons ceux qui sont à l'extrême professionnel, ils font preuve d'énergie et de dévouement. Nous avons ceux qui sont dans le détail et rangent derrière eux. Ils sont consciencieux et minutieux. Ils vont prendre le temps de faire, mais ils sont consciencieux et minutieux, ils sont dans le détail. Bien évidemment, c'est une qualité, c'est un état d'esprit. Et enfin,
Nous avons ceux qui possèdent le sens de l'organisation, font preuve de bon sens, font en sorte que le travail soit bien fait. Voilà les profils sélectionnés pour identifier les états d'esprit qui existent dans une équipe constituant une entreprise. Quand le chef d'entreprise est conscient de ces états d'esprit, il dispose après des outils nécessaires pour pouvoir piloter son équipe. Notre observation par rapport à ça, une équipe ne fonctionne pas lorsque chacun de ses membres n'a en tête que ses propres objectifs. Donc vous voyez très bien, une fois qu'on a évoqué ces états d'esprit, vous vous rendez compte si chacun irait de son côté, l'entreprise irait dans tous les sens. Dans tous les sens. Une fois qu'on a défini ça, une fois qu'on sait ça, une fois que nous sommes conscients de ça, on se rend compte que notre objectif en tant que chef d'entreprise, c'est de fédérer l'ensemble des collaborateurs par des méthodes, par des outils que nous allons voir tout à l'heure. Vous saurez que vous avez une équipe lorsque vous entendrez le nous à l'intérieur de votre structure. Ça, c'est un indicateur simple qui vous permettra d'identifier qu'au sein de votre structure, vous avez derrière vous, vous avez consolidé, vous avez produit une équipe. Quand vous avez une équipe, automatiquement les résultats sont au bout. Mais si nous avons à chaque fois le je fais, j'ai fait ceci, c'est moi qui, c'est le moi, il y a donc des individualités qui sont en train de se développer au sein de votre activité. Et le rôle du chef d'entreprise en tant que tel, c'est de développer le nous. Une fois que vous avez le nous, ben vous posséderez les résultats. Il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas de résultats. Parce que votre intérêt en tant que chef d'entreprise, c'est de fédérer. Votre intérêt, le système de valeur, ou la valeur d'usage de chef d'entreprise, c'est de sentir que derrière lui, il y a des personnes qui sont mobilisées pour son activité. Donc le nous est un indicateur pour permettre au chef d'entreprise de savoir que son équipe est bien constituée. Vous saurez que vous avez une équipe lorsque les décisions difficiles deviennent faciles. Parce que quelqu'un dit, ça va aller, nous sommes tous dans le même bateau. Dès lors que vous avez un collaborateur se sent mobilisé pour une cause commune qui fédère l'ensemble de l'entreprise, ça c'est un indicateur pour vous. Votre équipe est avec vous. Vous saurez que vous avez une équipe lorsque votre équipe dira qu'elle forme une équipe. C'est aussi simple, c'est tellement simple, mais ce sont les basiques. En réalité, toutes ces choses, vous les savez. Mais de temps en temps, c'est les rappeler, ça fait du bien. Alors, notre recommandation, pour piloter ces différents profils afin d'obtenir les résultats avec efficience, pas avec efficacité, l'efficience ici étant le résultat à moindre coût, c'est-à-dire l'efficacité à moindre coût. Nous reviendrons sur l'efficacité et l'efficience tout à l'heure par un mécanisme simple. Dans la pérennité, les dirigeants doivent disposer des outils de management, de la méthode par la formation et d'un plan de formation de ses collaborateurs. Nous sommes plus que reconnaissants de voir que certains d'entre vous se sont mobilisés malgré vos responsabilités et ce que vous avez à piloter d'être venus ce matin. C'est une forme aussi de votre engagement. Pour pouvoir, à vos équipes, vous avez dû dire, écoutez, nous sommes convoqués ou nous sommes invités à la Chambre de commerce pour participer à une réunion. C'est pour montrer aussi à l'ensemble de ses collaborateurs que le chef d'entreprise est mobilisé pour aller apporter des mécanismes, des actions et des formations pour pouvoir les déployer au sein de son activité. C'est aussi ça, un signal. Prévoir dans son plan d'exploitation une ligne budgétaire pour la formation, nous l'avons dit. Investissement sur le long terme de la pérennité de l'activité économique, gage de réussite. Gage de réussite. Alors, c'est vrai ici, la prestation de services intellectuels, la prestation de la formation, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas palpable. On ne la touche pas. Mais c'est une intelligence qui est un investissement sur le long terme. Toutes les entreprises, puisque le cabinet existe également en Europe, notamment en France, nous sommes en perpétuelle formation tout le temps. Tout le temps. Pour ceux qui connaissent bien la France,
quand on prend dans la ville de Paris, il y a un quartier d'affaires qu'on appelle le quartier de la Défense. Comment vous pouvez accepter, ou enfin, comment on peut penser que dans ce quartier de la Défense, où on a des tours, il n'y a aucune industrie là-bas. Ce n'est pas que les gens y vont pour aller fabriquer des voitures ou fabriquer des tables, mais des gens vont pour aller se former. C'est un investissement lourd sur la formation. Parce qu'en réalité, le monde bouge. Comme les chiffres nous le là, nous devons être en alerte, se former, accompagner le changement à travers la formation. Donc, nous nous formons nous-mêmes pour pouvoir contribuer à l'activité économique de notre activité et donc former nos collaborateurs, les accompagner. Même si ceux-ci présentent un niveau ou un cadre de référence qui ne paraît pas du tout acceptable, mais mettre à disposition de l'accompagnement et de la formation est un élément majeur. L'inscrire au budget, c'est un gage de pérennité et de sécurité économique de son activité. Nous allons voir la démarche qualité C3E. Cette démarche qualité, c'est un processus d'amélioration continue. C'est un outil. Pour vous expliquer tout à l'heure, c'est quoi? Je n'arrête pas de parler de l'efficacité et de l'efficience. Et vous allez comprendre aujourd'hui, à peu près de l'analyse que j'ai faite auprès des chefs d'entreprise aujourd'hui. Voilà comment ils se situent. Aujourd'hui, vous êtes dans la conformité. La conformité, c'est le base référentiel, c'est le référentiel de votre activité. Vous êtes, pour ceux qui sont responsables de leur activité économique, vous avez créé votre structure, vous avez mis les moyens, vous êtes conforme, vous avez obtenu toutes les obligations, vous êtes conforme par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme projet. Votre activité est conforme. C'est la base même, c'est le référentiel. Donc, vous réalisez ce qui est demandé et vous appliquez le référentiel. Et après, la deuxième étape, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, une fois que vous avez établi votre activité, vous vous mettez en activité. Donc, vous devenez efficace. Vous produisez. Vous produisez, vous réalisez des résultats. Donc, dans l'efficacité, on obtient le résultat, on atteint ce objectif. J'ai créé mon activité, j'ai mis en place ma structure, mes collaborateurs se mettent à travailler, j'obtiens des résultats, j'atteins mes objectifs. Ou encore, on est dans l'inefficacité. Qu'est-ce que c'est l'inefficacité? L'inefficacité, c'est j'obtiens les résultats, mais je n'atteins pas les objectifs que je me suis fixés. Donc, je suis conforme, je suis efficace parce que j'obtiens les résultats et j'ai atteint mes objectifs. Ou alors, je n'atteins pas mes objectifs, je suis dans l'inefficacité. À ce moment, vous êtes opérationnel. L'entreprise fonctionne. Plusieurs d'entre vous, au cours de mes analyses en entreprise, sont à ce stade. Vous êtes aujourd'hui, vous ne m'avez pas attendu pour fonctionner. Certains d'entre vous produisent des résultats, atteignent leurs objectifs, d'autres d'entre vous ont des résultats et n'atteignent pas leurs objectifs. Vous fonctionnez en tant qu'entreprise. Vous disposez des moyens. Vous fonctionnez, vous êtes opérationnel. Qu'est-ce que nous vous apportons? Qu'est-ce que le cabinet audit en collaboration avec la Chambre de commerce met à votre disposition? Nous venons nous mettre à côté de vous. Voilà ce que nous vous apportons. Nous vous apportons cette flèche. Nous vous demandons, nous nous mettons en projection d'aller au-delà. Nous ne nous arrêtons pas au niveau de l'opérationnel. Nous nous allons plus loin, par la méthode, par des outils, par des actions. Nous venons nous inscrire ici. Aller au-delà de l'efficacité. Et pourtant, quand on est efficace, on peut supposer, j'ai fait mes bénéfices, j'ai mes résultats, qu'est-ce que je vais chercher d'autre? La conséquence, quand on s'arrête à l'efficacité parce qu'on atteint ces résultats et qu'on atteint ces objectifs, la conséquence, nous l'avons vu, l'histoire nous a montré, plusieurs entreprises ici qu'on a connues à l'époque où j'étais jeune, parce que je suis originaire d'ici, n'existent plus. Nous n'avons pas ce processus continu d'entreprise relayée de famille en famille ou d'opérateurs économiques
qu'il y ait eu un transfert de connaissances et un transfert de capacités. Tout simplement parce que nous nous arrêtons à l'efficacité ou à l'inefficacité. Alors que quand on voit dans d'autres pays, les grands noms continuent. Nous avons Nestlé, Nestlé existe depuis très longtemps. Pour cela, il est nécessaire de transcender l'efficacité et l'inefficacité. C'est bon? Oui. On peut continuer? Oui, s'il vous plaît. C'était la presse qui voulait couvrir l'information. Donc, ce que nous vous apportons, c'est transcender, aller au-delà du cadre opérationnel. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes opérationnel. Une fois qu'on a fait le constat, on a identifié les valeurs du dirigeant, nous avons identifié le profil de nos collaborateurs qui constituent notre équipe. Qu'est-ce qu'on fait après ce constat? Nous avons ici une vision de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous mettons à côté de vous? Nous développons l'efficience. L'efficience. Donc l'efficience ici, qui signifie, en fait, c'est l'efficacité, mais à moindre coût. Quand on est efficace, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on met en place comme mécanisme, comme énergie. L'énergie, c'est que nous sommes derrière les collaborateurs. Ça, c'est pas fait. Tu ne l'as pas fait. Quand est-ce que tu le fais? Comment ça se fait que ce n'est pas fait? Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, voilà comment ça va se passer. On est dans l'efficacité. Mais cette efficacité, pour l'obtenir, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous transpirez. Ce sont vos retours, ça. Mais notre objectif, il faut qu'on aille dans l'efficience. C'est-à-dire, c'est de développer cette efficacité en moindre coût. Mais pour cela, il faut disposer des outils et des méthodes. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, c'est vrai qu'on dira, oh, mais vous ne connaissez pas, là, comment les sont têtus. Oh, mais vous ne savez pas, les gens sont comme ceci. Oh, les gens sont comme cela. Non, messieurs, je suis désolé, mesdames, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes dirigeant. Vous devez disposer des mécanismes, des méthodes, des actions pour canaliser vos équipes. C'est ça même la reconnaissance d'un dirigeant. Sa capacité à fédérer, malgré les différents profils des collaborateurs que nous avons vus. Mais pour cela, il faut que vous soyez outillés des méthodes. Donc, l'efficience, c'est le même travail, plus de résultats. Même résultat, moins de travail, par la méthode. C'est ça, l'efficience. Et quand nous sommes dans l'efficience, au-delà de l'efficacité, pour arriver à l'efficience, donc nous allons mettre en place des programmes de formation. Nous allons être outillés des méthodes. Nous allons nous carapacer, comme la tortue, de manière à ce que nous disposons, nous soyons revêtus des mécanismes qui vont faire que nous soyons capables d'affronter les difficultés internes et externes. Je parle de la carapace de la tortue, vous voyez très bien, interne et externe. C'est ça aussi le rôle du dirigeant. Et quand on est dans l'efficience, on tend vers l'excellence. L'objectif du chef d'entreprise, ce n'est pas de s'arrêter à l'efficacité, de tendre vers l'excellence. L'excellence managériale. Et c'est ça que nous apportons par la méthode, par notre manière de faire, par des outils dont nous disposons, pour vous permettre d'aller au-delà, de transcender au-delà de l'efficacité. L'efficacité, c'est bon. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui sont en efficacité. Il a son activité, il a ses bénéfices, l'activité fonctionne, c'est bon, qu'est-ce qu'il va chercher d'autre? Mais sauf qu'il n'y a pas une pérennité dans ça.
Il n'y a pas une pérennité. Et la pérennité, on va la chercher dans l'efficience et dans l'excellence. L'excellence, nous allons capitaliser sur l'excellence managériale. Et cette partie, vous êtes dans cette partie, vous êtes automatiquement partenaire avec le consultant, avec un formateur, avec un conseil, ici, pour arriver à cette partie, vous disposez des méthodes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Notre flèche qui est ici, qui était un processus d'amélioration des résultats de notre activité, une fois que nous avons atteint là, qu'est-ce qui va se passer? L'excellence va devenir notre conformité et on recommence de nouveau. Donc, on voit très bien que ça va être un processus continu de notre activité. Et c'est ça ce qu'on appelle le C3E. Le C de conformité, les 3 E. C'est la démarche qualité 3E, qui est appliquée aujourd'hui dans les universités en France, dans les grands groupes. C'est une méthode qui constitue d'améliorer les résultats de l'entreprise. Donc aujourd'hui, messieurs, la plupart d'entre vous sont dans l'opérationnel. Et pour certains d'entre vous, il y a besoin d'aller chercher l'efficience et l'excellence par la méthode. Ça va? Il y a des questions? Je continue. On attend la fin. Alors, je continue. Alors, comment on arrive? Je vais vous donner quelques outils. Je vais vous donner un profil de ce que vous êtes suite aux identifications. Les 3 casquettes du dirigeant. Alors, en réalité, il y en a plusieurs. Mais je fais un focus sur 3, les plus habituels. Les 3 casquettes, c'est le boss, le leader et le coach. Vous avez cette casquette à chaque instant. En tant que dirigeant, vous disposez de ces casquettes-là. Les 3 casquettes ont pour fonction de permettre aux dirigeants d'obtenir l'efficacité opérationnelle du collaborateur ou des acteurs. L'efficacité opérationnelle, c'est produire un maximum de résultats parfaitement réalisés avec efficience. C'est ça l'efficacité opérationnelle. Donc il y a un moment, en tant que patron que vous êtes, chef d'entreprise, dirigeant pour ça, vous avez la casquette du boss, vous avez la casquette du leader, vous avez la casquette du coach. Le boss, il a ses points forts. Les points forts du boss, c'est un fonceur, il aime la compétition, les challenges, les situations difficiles, volontaires, décide, il est très énergique, il met l'accent sur les objectifs et sur les résultats. Ça, c'est le boss. Il ne fait rien savoir, il a créé sa structure, il veut des résultats, c'est son entreprise, il pose sa marque, c'est moi le patron. C'est à moi l'activité. Voilà le profil du boss. Il y a des points de vigilance par rapport à ça. Les points de vigilance, il écoute peu, le boss. Il n'a pas besoin d'écouter, c'est à lui. Nous, c'est la société, pourquoi il ne va pas vous écouter? Pour la plupart, il a toujours raison. C'est le boss. Il accepte peu la contradiction. C'est le boss. Donc c'est une casquette que je veux mettre. Si je sais gérer cette casquette-là, je vais la mettre de temps en temps. Je vais mettre boss tout le temps. Un collaborateur qui a fait du travail et du bon boulot, là, je vais le féliciter. Je veux mettre boss, porter cette casquette-là tout le temps. Il parle beaucoup. Ce qu'il faudra faire, il a réponse à tout et parfois risque à ce que ça passe ou ça casse. Un boss, quand vous avez votre casquette de boss, écoute, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ça passe ou ça casse. Ça, c'est la casquette du boss. Alors, les préconisations pour être plus efficace, il doit être attentif à pratiquer l'écoute active. Être capable d'écouter un collaborateur, c'est qu'on préconise. S'efforcer d'expliquer comment parvenir au résultat. Voilà ce qu'on préconise pour le boss. Vous avez une autre casquette. Alors, à côté, ce que vous voyez à côté, ce sont des outils. Hein. Ce sont des outils, ce sont des savoirs opérationnels qu'on met en place pour pouvoir identifier son véritable profil à travers les tests qu'on vous fait faire. Ça dégage votre profil managérial et à l'intérieur, on vous donne les avantages de ces profils-là, les inconvénients de ces profils et comment travailler avec. En fait, ça vous projette comme vous êtes. Donc c'est ça, les outils, l'ambiance, cadre, etc. Ce sont des savoirs opérationnels. Le leader, il est très enthousiaste, convaincant, il sait entraîner et mobiliser son équipe de collaborateurs. Il s'approprie la stratégie et les messages clés pour les traduire à l'échelle de l'équipe, voire de l'entreprise. Il est exemplaire, il dit ce qu'il fait.
Ça, c'est le leader. Donc, il vous arrive de fois d'avoir cette casquette de leader. Vous voyez très bien que c'est déjà différent du boss. Point de vigilance. Malgré cette casquette-là, il y a quand même des points de vigilance. Vous pouvez tomber dans le verbiage et même parfois tomber dans l'intolérance. Parce qu'il ne comprend pas, mais comment vous ne comprenez pas? Ah, ça, c'est facile à comprendre. Préconisation. Pour être plus efficace, il doit être attentif à ne laisser personne sur le bord du chemin et à s'exprimer au nom de l'entreprise. Parce que le leader s'exprime souvent au nom du jeu. Et l'autre casquette, c'est le coach. Point fort, il sait écouter, cherche à établir un bon climat de confiance et de sympathie dans l'entreprise, sait se faire accepter par sa capacité à développer le jet collectif, très sensible au travail en équipe, partage des expériences, il met l'ambiance au sein de l'entreprise en général, dans tous les services en particulier. Le coach, lui, a écrit à tout le monde. Tout le monde, quand il est là, tout le monde est content. Quand il n'est pas là, ça se fait sentir. On se dit, mais le chef n'est pas là, vraiment quand il est là, il nous met l'ambiance. Donc vous voyez très bien, nous avons différents casquettes. Le tout est de savoir, en tant que chef d'entreprise, à quel moment je mets la casquette adaptée avec mes équipes, avec les différents profils que nous avons vus au préalable de nos collaborateurs. À quel moment je mets la casquette qu'il faut. Est-ce que pour telle situation, je veux mettre ma casquette de boss? Est-ce que pour telle situation, je veux mettre ma casquette de leader? Est-ce que pour telle situation, je veux mettre ma casquette de coach? Ne me posez pas la question de savoir quelle est la meilleure casquette des trois. Moi-même, je cherche encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois casquettes. Alors, il y en a d'autres. Et la matinée est très peu pour pouvoir les voir. Et ça, c'est quand même de chercher son profil quand on est expert, manager, leader, coach. Et on regarde quel est notre profil. Donc, les préconisations, la vigilance d'un coach, il risque de faire preuve de paternalisme. Quand il arrive, il prend les collaborateurs dans ses bras. C'est moi, papa. Il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà les points de vigilance. Parce que dans le travail, le paternalisme, c'est une chose, mais ça a ses conséquences. Il se retrouve surchargé de travail, à force de vouloir tout faire et faire le travail de tout le monde. Préconisation, pour être plus efficace, il doit être attentif à être ferme, se fixer un objectif, être déterminé sur l'atteinte de cet objectif. Donc, voilà un aperçu des outils. Tout à l'heure, nous avons vu le dirigeant dans sa mission. Nous avons vu le profil des collaborateurs qui sont avec nous. Nous avons identifié l'efficacité opérationnelle où l'entreprise se situe. Et nous avons montré comment le conseil et la formation peuvent vous accompagner. Et ici, nous sommes en train de vous montrer les outils qui se donnent, les différents outils qu'il faut avoir pour savoir amener une équipe. Donc, le profil des différentes casquettes qui est boss, leader, coach. Et nous allons voir un autre outil qui est le moi, fonction, rôle. Un chef d'entreprise porte également à cette posture-là d'avoir le moi, la fonction et le rôle. Le moi, c'est quoi? Le moi, c'est la personnalité, c'est l'ensemble des caractères permanents qui constituent l'individualité. C'est-à-dire vous, votre patrimoine personnel, votre patrimoine universitaire, votre patrimoine, votre éducation, ce qu'on vous a inculqué. C'est ça, ce qui vous constitue, vous, votre moi. Vos valeurs que vous avez eues à l'extérieur, à l'intérieur, ce que vous amenez avec vous. Je n'aime pas cette personne-là, elle me manque de respect. Je suis en train de m'exprimer en tant que moi. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait, il ne me respecte pas. Là, c'est le moi qui parle. Je ne comprends pas pourquoi ce travail n'a pas été fait, j'aimerais avoir des explications. Ça, c'est la fonction qui parle. Est-ce que vous arrivez à saisir la différence? Dès lors qu'on commence à parler de respect, dès lors qu'on commence à parler d'un propos qu'on ramène sur sa façon de voir les choses, nous sommes sur le moi. Dès lors qu'on commence à parler, je ne comprends pas que ce travail n'a pas été fait,
j'aimerais avoir des explications, amenez-moi un plan d'action, je parle selon ma fonction. Et il y a toujours une confusion entre le moi et la fonction. Si vous avez cette confusion, combien de fois un collaborateur, ah le chef là ne m'aime pas, ah c'est pas possible, il ne m'aime pas. Le collaborateur est sur le moi. Le collaborateur n'a pas compris, c'est-à-dire, je suis désolé de ne pas avoir fait ce travail, je m'engage à le faire demain. Là, le collaborateur est dans la fonction. Sauf que le collaborateur va dire, ah non, non, il ne m'aime pas, t'as pas vu comment il me regarde, il ne m'aime pas, il m'attend pas. Le collaborateur est dans le moi. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez être capable d'identifier le moi, le fonctionnaire, pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis dans la demande. Vous devez identifier. Ça, ce sont des outils qui vous permettent de piloter les différents profils de vos équipes. Être doté et outillé de ça vous permet d'être efficient et donc dans l'excellence managériale. Quand on n'est pas doté de ça, on est dans l'efficacité. On a nos résultats, nos objectifs, on n'a pas tout. Donc, la fonction, c'est ce que je dois faire. Activité exercée par un individu dans l'ensemble, c'est ce qu'il fait. Fonction sociale. Le rôle, comment le faire? Ce que doit dire ou faire un individu dans une pièce de théâtre, par exemple. Je joue un rôle. Moi, pour prendre l'exemple sur moi, parce qu'il y a besoin d'exemples pour comprendre ce principe de moi fonction rôle, qui est un outil redoutable pour piloter une équipe. Là, nous le voyons en partie, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet outil est pratiqué, employé dans les plus grandes sociétés en Europe. Le fonctionnement, c'est celui-là. Pour pouvoir obtenir, quand on est à la tête des empires, des grandes entreprises, comme disait le président Ford, l'américain, qui n'avait pas payé ses impôts aux États-Unis et à qui on venait saisir l'ensemble de ses biens. Et il y a une chose qu'il a dit, il dit saisissez-moi tout, mais laissez-moi mes collaborateurs. Ils lui ont tout saisi, mais ils lui ont laissé ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qui était dans ses collaborateurs? C'était la compétence, la connaissance. Ils n'ont pas saisi la connaissance. Et il a reproduit la même chose avec ses collaborateurs. Plus tard. Et c'est devenu aujourd'hui une entreprise qui est pérenne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous roulons dans des voitures, des véhicules forts. Est-ce qu'on était là quand ça a commencé? Parce qu'ils sont dans l'excellence managériale. La pérennité de l'activité. J'ai investi dans la connaissance et dans le savoir. J'ai investi dans la formation. Parce que ça permet aux collaborateurs d'être capables de produire tout le temps. Même si demain matin il n'y a plus d'outils, ils reproduisent l'outil. Alors, quelques exemples dans le moi fonction-rôle. Je disais tout à l'heure, moi, je suis moi. Je m'appelle Patrick Mouloud, j'ai reçu une éducation de la part de mes parents, j'ai des valeurs que je défends, j'ai un cursus scolaire, ça constitue ce que je suis. Ça, c'est mon moi. Ma fonction, je suis consultant formateur. Ça, c'est ma fonction. Le rôle, c'est ce que je fais là. Je suis en train d'animer une réunion de formation. Je suis en train de jouer le rôle de l'animateur. Vous voyez, je viens de déterminer là le moi en fonction de rôle. Maintenant, quand vous allez me parler, quand vous allez me poser des questions, moi je vais donc identifier si vous êtes sur votre moi, sur votre fonction ou sur votre rôle. Si vous me posez la question de savoir, ah, monsieur Bouloud, est-ce que vous pouvez revenir sur une des explications que vous venez de nous donner tout à l'heure? Vous êtes dans votre fonction. Monsieur Bouloud, moi je ne vous trouve pas bien, vous n'êtes pas trop à la hauteur de ce que vous présentez là. Là vous êtes dans votre moi, c'est votre moi qui parle. Vous voyez, c'est d'être capable d'identifier. Et quand l'autre est sur le moi, mettez-vous sur le moi. Vous avez un collaborateur qui arrive. Chef, je suis désolé, je suis arrivé en retard, mon enfant est malade, il y a des problèmes de bouchons et tout ça, vraiment, excusez-moi. La personne qui parle de son enfant malade est en train de s'exprimer sur son... Sur quoi? Le moi. Sur le moi. Maintenant, le patron, le chef d'entreprise que vous êtes, ah, vraiment ton enfant est malade, mais il a quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Très bien. Bon, est-ce que tu as pris toutes les dispositions? Ah, bon, bah, écoute, tu veux prendre ta journée, ta femme s'en occupe, etc. Le patron est sur quelle casquette? Moi. Sur le moi. Alors, le patron, ah non, écoutez, monsieur, vous débrouillez, moi
moi je ne comprends pas, vous devez être là à 9 h, tout le monde, moi aussi j'ai des enfants malades, mais c'est pas, ça ne m'empêche pas d'être à l'heure. Le patron est sur quelle fonction? Donc, selon la méthode que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir synchroniser et rentrer en relation avec votre collaborateur. Si vous vous mettez sur le mot avec lui, il va se dire, il va repartir, ah il est bien le patron, il a compris mon problème, il est bien. Et là quand vous allez l'actionner, quand vous allez le mettre au travail, le mec va travailler, puisque vous avez compris son problème. Donc vous êtes mis sur le mot avec lui. Mais si vous vous mettez sur la fonction alors que lui il est sur le mot, ben, de toute façon il est toujours comme ça. Je te rends compte qu'on a fait un malade. Et toute la journée, il va parler que de ça. Et le mec ne va pas être opérationnel. Et donc vous arrivez, mais comment ça se fait que le travail n'est pas fait? Mais vous êtes à l'origine en tant que patron. Quelle attitude avez-vous eue par rapport à ce patron? Par rapport à ce collaborateur? Donc vous voyez très bien que les résultats de notre activité, nous en portons la responsabilité. À travers ces mécanismes. Oui, ça dépend fréquemment il vient en retard, il a toujours ses raisons. À ce moment-là, le patron aussi va être sur la fonction. Il va se cabrer, il dit non, cela arrive tout le temps. Il peut te l'arriver une fois, mais si ça arrive plusieurs fois, c'est plus la faute du patron. Alors, je n'ai pas dit que c'était la faute du patron ou la faute du collaborateur. Je ne cherche pas à qui est la faute. Moi, je dégage les possibilités. Effectivement, si c'est récurrent, et que c'est un collaborateur qui s'est installé dans une façon de faire, bah oui, vous devez prendre votre fonction de patron. Bien évidemment, vous avez la casquette du boss. Vous êtes là, vous avez une activité, et cette activité, il faut qu'elle ait des résultats. Bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'être... Moi, je vous montre des outils. Et ces outils, vous les mettez en place. Mais après, il n'y a pas, comme je disais, ne me posez surtout pas la question, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que c'est le moi, le fonction, le rôle? Qu'est-ce qui est bien? Est-ce que c'est le boss, le leader? Non, ce sont des outils et à les appliquer. Un collaborateur qui est récurrent dans la bêtise, bien évidemment, vous êtes une activité qui doit produire des résultats. S'il est récurrent dans la bêtise, qu'est-ce que le boss fait? Il le vire? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle action? Alors, s'il est tout le temps dans la bêtise, qu'est-ce que le boss fait? Il le vire. C'est une solution. Mais est-ce que c'est la bonne? Parce qu'il va pérenniser. C'est une solution. Maintenant, à se poser la question, est-ce que c'est la bonne? Ça, je ne sais pas. C'est au patron d'apprécier. Oui, vous avez disposé de cette possibilité de se séparer d'un collaborateur qui n'est pas. Mais ce qui est souvent conseillé, c'est d'accompagner. Et ça n'est pas l'enjeu de ce collaborateur, le poste qu'il occupe. Ça dépend de l'enjeu. Donc, nous devons, selon l'enjeu du collaborateur, accompagner avant d'arriver à la décision de la rupture. Bien évidemment. Comme ça, c'est l'enjeu, personne n'est indispensable dans une entreprise. Mais ça dépend de quel métier, dans quoi nous sommes. Je dirais peut-être pas la même chose. J'ai un ami chef d'entreprise qui a un problème comme ça. Son employé est disponible, enfin indispensable. Il ne trouve pas quelqu'un à la place. Mais cet employé a des caprices. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'utiliser des méthodes. Comme on dit, le moi, la fonction, et ainsi de suite. Pour mettre toujours son employé en confiance, peut-être qu'il y aura un changement. Si le vire, il n'a personne à remplacer. Déjà, nous avons des problèmes de qualification pour nous. Donc, c'est là où on le dit. Et on nous donne des outils. On nous donne des outils, c'est à nous d'utiliser tout cas par cas. Vous ne pouvez pas virer quelqu'un qui est indispensable de la société. Vous le virez, la société s'écroule, c'est pas grave. C'est une solution tragique, se séparer d'un collaborateur. Donc tout dépend de la stratégie dans laquelle vous êtes inscrit. Et quand on se sépare des collaborateurs, c'est parfois assez vécu comme un échec personnel en tant que chef d'entreprise. Parce que notre rôle, quand même, c'est celui-là même de donner l'activité économique à tout le monde. Maintenant, effectivement, oui, se séparer des collaborateurs, c'est la solution la plus immédiate et la plus facile. C'est une solution. Mais est-ce qu'elle est bonne? Pour certains, ça peut être, on peut le vivre comme étant un échec de se séparer d'un collaborateur. Comme le dit si bien le monsieur, oui, effectivement, pour certains collaborateurs qui sont incontournables, il n'y a pas suffisamment de qualifications sur la place. Le collaborateur est conscient de ses qualifications, et c'est à vous d'utiliser les méthodes pour l'amener à être efficace, de le tirer vers l'excellence, à travers des outils. Mais se séparer d'un collaborateur parce qu'il est dans la récurrence, oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on a mis en place des méthodes d'accompagnement? Est-ce que nous sommes outillés, on dispose des outils pour nous permettre d'accompagner ça?
Alors, il existe dans chaque équipe des personnes très différentes et chacune d'elles pousse dans une direction opposée avec plus de force. Certaines font plus de bruit que d'autres, d'autres se contentent de pousser en arrière. Certaines semblent ne rien faire, mais leurs idées sont précieuses. Voilà un peu le condensé de ce que constitue une équipe au sein d'une entreprise. Vous voyez très bien que un chef d'entreprise, de par sa capacité à fédérer l'ensemble de ses collaborateurs, un chef d'entreprise, comme on a vu au départ, qui est dans le futur, parce que lui, il est sur le long terme, lui, il est dans l'investissement, lui, il voit demain, le collaborateur voit aujourd'hui. Pour qu'il voit demain, pendant que ses collaborateurs voient aujourd'hui, cet écart, c'est l'écart de la formation, c'est l'écart de l'explication, c'est l'écart de l'accompagnement, c'est l'écart qui va permettre au chef d'entreprise de consolider son équipe. Et ça, c'est à travers des outils, c'est à travers des méthodes, c'est à travers la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des chefs d'entreprise, il y a certains parmi vous, oui, qui payent maintenant la formation. Parce que vous allez être rattrapé par l'actualité. Vous allez être forcément rattrapé. Puisqu'il y a des entreprises qui s'inscrivent dans la formation. Et si vous n'êtes pas dans la formation, vous allez être en face d'un collaborateur, d'un B2B qui lui est dans la formation. Il va identifier chez vous des manquements. Il va donc imposer chez vous son organisation et sa façon de faire. Parce que lui, il est outillé. Et on le voit au Congo. La plupart des entreprises européennes imposent leur organisation. Parce qu'eux, ils arrivent avec des outils. Parce qu'ils capitalisent sur l'excellence managériale. Et quand ils arrivent, ils nous trouvent ici, au Congo, nous sommes dans l'opérationnel. Nous sommes à l'étape de l'opérationnel. Et donc, eux, ils nous imposent leur organisation, leur façon de faire. Parce qu'ils sont dans la formation. Et donc, du coup, ils nous tirent. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous devons nous inscrire dans la formation. Pour être étal, pour être au même niveau que les autres. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré les chiffres tout à l'heure. Que vous voyez, ce sont des milliards, 56 000 milliards que l'Europe investit dans la formation. C'est énorme. Ça dépasse tout budget confondu, pratiquement le budget d'Afrique. Rien que on met ça dans la formation pour former les gens. Chef d'entreprise, le Pointe Noire du Congo, investissez dans la formation. Parce que vous voyez demain. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, parce que nous sommes dans le volet formation. Je voudrais bien que vous nous invitiez à former nos collaborateurs. Mais souvent, nous n'avons pas de budget inscrit. Parce que déjà, nos chiffres d'affaires sont très bas. Les coûts de nos services sont aussi relativement bas. Et nous ne savons pas où aller utiliser la formation, où aller les chercher. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire quelque chose? Vous avez un conseil? Mais vous êtes déjà dans une démarche proactive d'être venu aujourd'hui. Monsieur, déjà, quelle entreprise? HTEP. HTEP. Et votre nom? Vous êtes monsieur? Gilbert Pouillet. Monsieur Gilbert Pouillet. Mais vous êtes déjà dans une bonne démarche d'être venu aujourd'hui? Si. C'est une démarche proactive, ça, de venir là. Et le fait d'être là montre bien le grand pas que vous faites déjà au sein de votre activité. Maintenant, la démarche qu'on peut mettre ensemble au sein d'une entreprise comme la vôtre, jeune, qui a un budget serré, comment inclure la formation, ça nécessite une analyse qu'on vient de regarder, comment on peut mettre en place, si besoin il y a, après analyse, des méthodes d'accompagnement adaptées à vos besoins. Après, c'est à la carte. Et vous avez une structure qui est la Chambre de commerce, qui qui fait appel à des consultants que nous sommes pour pouvoir vous accompagner.
Donc vous avez frappé à la bonne porte et vous avez bien fait de répondre à l'invitation. Alors, je vais vous présenter, on a parlé de résultats. Je vais vous présenter le mécanisme du résultat. Comment on obtient un résultat? On parle de résultat, je fais du résultat, je fais ceci. Oui, mais comment on fait? Comment on fait? On dit ça, on fait comment? C'est quoi l'essence même du résultat? On doit pas. En réalité, le résultat, c'est quoi? C'est une finalité. Les résultats, c'est la fin, c'est en bas, à droite. Pour certains, en bas, à gauche, pour d'autres. Ou au milieu. Mais c'est une finalité. Le résultat, c'est la fin. Mais avant d'arriver à la fin, il y a un début. Donc, quand on attend, ou quand on souhaite le résultat, c'est quoi le résultat? 1 plus 1 égale 2. Mais avant d'arriver à 2, il faut qu'on aille chercher 1. Moi, je peux dire 1 plus 1 égale 11. Puisque c'est de 1. Qu'est-ce que c'est le résultat? On passe sans cesse. En tant que chef d'entreprise que vous êtes, vous demandez toujours le résultat à vos collaborateurs. Est-ce que vous leur avez expliqué qu'est-ce que c'est le résultat? Vous leur avez démontré comment on obtenait un résultat? C'est ça votre rôle de chef d'entreprise. Certains d'entre vous ici excellent parce qu'ils ont fait certaines formations avec le cabinet boutique. Et donc, ils ont cette notion de résultat aujourd'hui. Et ils obtiennent des résultats dans leur prospection. Et j'en suis fier de voir ces entreprises-là qui sont là parmi vous. Parce qu'ils ont compris l'essence même du résultat. Qu'est-ce que c'est le résultat? Donc, on va voir ensemble comment on arrive au résultat. Le résultat, il y a le principe scientifique, c'est-à-dire la base. La base même, le principe scientifique du résultat. Je vais imager ça, je vais donner des exemples pour que ça soit moins scientifique. C'est le fondement de la connaissance. Le fondement de la connaissance, voilà, c'est la base du tout. Cette bouteille, c'est une bouteille contenue d'eau, voilà, c'est le principe scientifique, le fondement de la connaissance. Qu'est-ce que c'est une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le principe scientifique, le fondement de la connaissance. On va prendre l'exemple, actuellement, l'événement mondial aujourd'hui qui a été regardé par 1,2 milliard de personnes hier, c'est la Coupe du Monde. Donc on va prendre exemple sur ce qui nous réunit pour certains d'entre nous. Les dames, excusez-moi, parce que certaines dames n'aiment pas trop. Mais c'est juste pour rester dans l'aspect un peu mondial. Principe scientifique. Le principe de la connaissance, le foot. Qu'est-ce que c'est le foot? Le foot, c'est un stade et un ballon. Donc ça, c'est le principe scientifique, le fondement de la connaissance. Le football, à la base, c'est ça. Des gradins, des supporters, un stade et un ballon. Le fondement de la connaissance du football. Donc le principe scientifique. Le concept, c'est la traduction simplifiée du principe scientifique à destination de la compréhension au plus grand nombre. C'est quoi le concept? Le concept, c'est ça, la traduction simplifiée. Et ce concept, donc, quand on revient sur le foot, c'est donc le concept. Dans un stade de football, il faut donc un terrain, des joueurs, un arbitre et des arbitres tout autour. Voilà le concept. Vous voyez très bien que pour le résultat, nous avons le fondement de la connaissance, la traduction simplifiée, c'est-à-dire son concept, en prenant exemple sur le foot. Nous avons la méthode. Quelle méthode est utilisée? La méthode, c'est le mode opératoire, c'est le processus, l'origine des concepts, leur lien. Donc on utilise une méthode. Cette méthode, c'est comment, pour prendre l'exemple sur le football, comment on dispose des gens sur le terrain. Un avant-centre, un moyen-centre, un défenseur, un gardien. Voilà la méthode que nous avons employée. Donc, dans l'entreprise, c'est la même chose. Quand nous demandons le résultat, nous devons donc regarder le principe scientifique, le concept et la méthode que nous allons utiliser. Après, on l'adapte à l'entreprise. La méthodologie, c'est comment nous allons mettre tout ça en place. Le tour de main, la manière, le savoir-faire, l'expérience, ses activités, la méthodologie, l'application.